C'était presque un journaliste. Il allait jusqu'au fond des sujets, ce que les journalistes ne font plus maintenant. Et donc, quand il s'intéressait à un sujet, qu'il soit sociétal ou historique, etc., il était digne d'un des plus grands journalistes. Et donc, j'ai revu cette fille, Eliane, et elle m'a raconté toute son histoire. Et elle avait enquêté, donc, elle avait été amenée, elle était inspecteur, elle était officier de police judiciaire, et elle avait été amenée à enquêter sur un réseau de prostitution enfantine. Et comme ce réseau de prostitution enfantine touchait, au moins par sa clientèle, des gens, des notables, des gens importants, on lui a dit de se calmer. L'enquête n'a pas pu se rapprocher autant que les flics l'auraient souhaité de la municipalité de Lille de l'époque. Et on lui a dit que non seulement il fallait qu'elle se calme, mais elle a été virée de la police. Elle l'a ressenti comme une injustice effroyable. Et c'est son histoire que j'ai racontée dans La Femme flic. Et c'est un film que moi j'aime bien, qui a été aussi un très gros succès. À la fin de la journée, après le tournage, on arrive, et il n'y avait personne dans l'hôtel, il n'y avait que nous. Et on voit sur un banc de sable une apparition tout à fait étrange, une fille en bikini blanc, allongée sur un banc de sable devant l'hôtel. Bon, je lui dis, qui c'est la fille là, qui est sur le banc de sable? Il dit, elle m'est envoyée par des amis. Il dit, c'est des flics qui me l'ont envoyée parce que elle faisait une dépression nerveuse et elle est venue se retaper ici. Là, au moins, elle était au calme. Bon, et il dit, écoute, si ça vous ennuie pas, là, on était une quinzaine entre les acteurs, les techniciens, et si ça vous ennuie pas, ce sera plus sympa qu'elle dîne avec vous plutôt que de dîner toute seule. Je dis, ouais, bien sûr. Donc, je vais lui proposer, je lui dis, bah, si vous voulez, venez dîner avec nous. Et elle me dit, ça vous gêne pas de dîner avec des flics? J'ai dit, non, pourquoi? Elle dit, parce que je suis flic, moi. Ou j'étais flic. C'est désagréable. Je dis, bah, écoutez, vous faites comme vous voulez, mais moi, ça me dérange pas maintenant. Si vous, ça vous dérange pas de dîner avec des cinéastes, il n'y a pas de problème. Bon, et elle est extrêmement fermée. Vraiment, on voyait qu'elle avait des problèmes. Puis, je sympathise avec elle, on parle très longuement, et elle me raconte qu'elle était flic, qu'elle avait été virée de la police ou qu'elle avait été obligée de démissionner parce qu'elle avait enquêté sur une affaire de pédophilie dans le nord de la France et qui avait débouché sur la mise en cause de gens très proches de la mairie de Lille. Et elle me raconte tout ça. Et puis, on discute. On était un peu vers la fin du tournage. Donc, je ne l'ai vu que 4-5 jours. Puis, on a échangé nos coordonnées. Je l'ai revu en France. Et l'idée a commencé à me travailler. L'histoire de cette fille qui a vraiment existé. Et c'est une histoire complètement vraie. Qui est... et elle... c'est vraiment une flic idéaliste. À une époque où il y avait peu de femmes inspecteurs de police. D'ailleurs, c'est moi qui ai trouvé le terme la femme flic. C'est pas un terme courant à l'époque. Et donc, j'ai revu cette fille, Eliane, et elle m'a raconté toute son histoire. Et elle avait enquêté, donc, elle avait été amenée, elle était inspecteur, elle était officier de police judiciaire, et elle avait été amenée à enquêter sur un réseau de prostitution enfantine. Et comme ce réseau de prostitution enfantine touchait, au moins par sa clientèle, des gens, des notables, des gens importants, on lui a dit de se calmer. L'enquête n'a pas pu se rapprocher autant
que les flics l'auraient souhaité, de la municipalité de Lille de l'époque, et on lui a dit que non seulement il fallait qu'elle se calme, mais elle a été virée de la police. Elle l'a ressenti comme une injustice effroyable, et c'est son histoire que j'ai racontée dans La Femme flic. Et c'est un film que moi j'aime bien, qui a été aussi un très gros succès. Aussi, indirectement, mais par des voies maçonniques. Puisque Dunant était maçon. Alors eux, ils ont vraiment les jetons. Et ils m'ont fait jurer de ne pas dire... Des gens qui ont pu observer les allées et venues autour de la maison de Dunant ont identifié un ancien ministre pour l'avoir vu à la télévision et l'avoir donc reconnu, et semble assez clair dans l'identification d'un ancien ministre lié d'ailleurs à des activités dans la région. À la suite d'ennuis fâcheux, ce ministre a quitté la carrière politique il y a quelques années. Est-ce que vous avez été soumis à des pressions ou des menaces pendant que vous meniez cette enquête à un moment ou à un autre? Des menaces, non, pas directement. Simplement, un haut fonctionnaire de la région m'a mis en garde en me disant qu'il fallait quand même faire attention parce qu'il y avait beaucoup de suicides, d'accidents de voiture, de crises cardiaques à l'intérieur ou à la périphérie de cette affaire. Et j'ai dit, c'est quand même pas des menaces. Il me dit non, pas du tout, c'est parce qu'on vous trouve très sympathique. On ne voudrait pas qu'il vous arrive quelque chose de fâcheux. Et le soir même, en rentrant à Paris, on m'a cassé ma voiture dans laquelle il y avait les notes que j'avais prises avec les coordonnées des gens qui avaient accepté de me parler. Et vous étiez garé rue de Valois, où, disons, les forces de police ne manquent pas. Donc, non, c'est un des terrains de jeu favoris des forces de police en tout genre, puisqu'il y a la Banque de France, le ministère de la Culture et une antenne DRG. Plutôt pour mon malheur que pour mon bonheur, mais j'ai plutôt jamais, personnellement, ou essayé de ne pas pratiquer l'autocensure. Mais personne ne tape dessus, mais on me dit, non, ça on ne pourra pas le faire. Ça passera pas, on ne pourra pas le faire. C'est pas une autocensure, c'est qu'on vous arrête en chemin. Mais est-ce que vous ou d'autres que vous connaissez aujourd'hui sont confrontés à cette situation? Parce que, encore une fois, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui proposent des projets et qui sont confrontés à ça. Est-ce que vous avez des exemples présents à l'esprit? Oui, par exemple, j'ai écrit un scénario que vraiment, dont je pense que c'était pas mal, qui était sur les disparus de Lyon. Ouais. Bon, et vraiment, j'ai passé 2 ans. Je n'ai pas fait que ça, mais j'ai fait une enquête de 2 ans. J'ai été voir Émile Louis en prison. J'ai pu avoir l'autorisation de le rencontrer. J'ai vu le type dans la maison duquel ont été tuées 2 des filles, qui a bénéficié d'une indulgence invraisemblable, puisqu'il y a 2 filles qui ont été tuées après avoir été torturées. Alors c'était des demeurés, d'accord, c'était des simples d'esprit de la DAS, mais c'est pas une raison que je sache. Et elles avaient été torturées, et il y avait un présentateur de télévision très connu qui était parmi les clients de la maison d'Auxerre, fréquentée par des gens fortunés qui venaient pour des partous sadomaso. Et il y avait un ancien ministre que j'ai vraiment à coup sûr identifié, non pas que j'y étais ou que je l'ai vu, mais il y avait en face de cette maison, dans la banlieue d'Auxerre, un gendarme retraité qui habitait. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire que de regarder par sa fenêtre, et puis il avait quand même une espèce d'expérience de gendarme. Alors comme il voyait le vendredi des tas de grosses bagnoles immatriculées à Paris, à Lyon, qui venaient et qui se garaient non pas devant la maison,
mais sur un parking à 100 mètres de là. Et donc il regardait, puis il a identifié 2 personnes en particulier. C'était des gens qui payaient pour participer à des partouzes sadomaso. Et le monsieur qui organisait ces soirées, il s'en est vraiment très bien tiré. Hein. Pour 2 meurtres avec acte de barbarie, il a eu 6 ans, c'est-à-dire qu'il avait 3 ans et demi. C'est pas beaucoup. C'est vraiment... et ce sujet qui vraiment m'a tenu à cœur, alors il avait un défaut, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnages sympathiques dans cette histoire. Non, c'est vrai, souvent on essaye de trouver un héros qui soit un peu le porte-parole des auteurs ou des spectateurs. Là, vraiment, tous où ils étaient aux frontières de la débilité, c'est le cas des malheureuses victimes que Émile Louis avait amené dans son car, dont il a fait la connaissance en les trimballant dans son car. Les autres, c'était vraiment des salopards. Donc, ça, c'était un gros problème que j'avais. C'est qu'il y avait un problème, il y avait un personnage formidable, c'était le gendarme, qui s'appelait Jalabert, un nom comme ça. Et qu'on a suicidé. Parce que lui aussi, il a mis de la bonne volonté pour se suicider, il s'est tiré 4 balles de fusil. Il a mis le paquet. Oui, il faut le faire. Hein. C'est les coulisses de l'exploit. Et lui, c'est vrai, il avait consacré au moins 10 ans de sa vie à trouver Émile Louis contre la hiérarchie, contre le maire de Auxerre qui voulait pas qu'on parle de cette histoire. Et il y a un présentateur de télé qui est devenu par la suite un homme politique, en tout cas au niveau régional, et qui a dirigé le CSA à un moment. Ah oui, alors là, si on n'a pas compris de qui il s'agissait... Et quand il a appris que comme il savait, non pas, je n'avais rien dit à personne à l'époque, mais il savait que j'avais rencontré le voisin ex-gendarme. Et que le gendarme, il a dû en parler à d'autres gens aussi, pas seulement à moi. Et ils ont appelé du CSA la direction de France 2, et le projet s'est arrêté net. Vous allez avoir encore, après Charras, je ne vais pas le nommer, mais vous allez avoir sur le dos lui aussi. C'est un procédurier aussi. Hein, défend les droits. Ouais. Mais alors, pour vous rassurer, il a immédiatement fait mettre en chantier sur France 2 un film qui était très transparent, qui s'appelait Notable donc coupable.